Bonjour. Aujourd'hui, je termine la vidéo, je complète la vidéo que j'ai démarrée la dernière fois sur le modèle PLS. Et bien sûr, je vais essayer de passer les étapes rapidement. Bien sûr, on utilise Seminar, la base de données, etc. Alors, la dernière fois, on a créé le modèle de mesure. Je vous invite à voir cette vidéo. Et le modèle de structure. Donc, on a créé ces deux parties qui, bien sûr, sont fondamentales parce que sans la construction d'un modèle de mesure et d'un modèle de structure, on ne peut pas, bien sûr, tester un modèle d'équation structurelle. Et donc, toutes les étapes, bien sûr, sont expliquées auparavant. On a aussi estimé ce modèle. Alors, avec cette fonction, estimate PLS, c'est une fonction qui nécessite trois choses. Essentiellement, bien sûr, il y a d'autres arguments, mais principalement, c'est ça. C'est le modèle en lui-même, pardon, la base de données. Le modèle d'abord, ensuite de mesure, et puis le modèle de structure SM. Alors, bien sûr, en fonction des noms que vous avez donnés. Donc, je suis obligé de faire ça. Summary, etc. Alors, je vais faire plot pour vous montrer aussi, bien sûr, le modèle. Donc, on essaye dans ce modèle d'expliquer l'achat répété d'un consommateur sur la base de 4 variables, sur la satisfaction, sur la valeur perçue, le coût perçu et la qualité perçue du produit. Voilà. Donc, on a déjà discuté, bien sûr, brièvement ce modèle. Alors aujourd'hui, on va essayer de discuter vraiment ici les liens entre les items ou les indicateurs ou bien les variables observées et leurs variables latentes respectives. Alors pour cela, on va d'abord faire le bootstrap que j'ai déjà présenté. C'est tout simplement un échantillonnage, on va dire, avec remise à partir de l'échantillon global. Et on essaie bien sûr de calculer un nombre très élevé de fois. Ici, bien sûr, j'ai mis 1000. Bien sûr, on peut aller jusqu'à 10 000 ou plus, mais généralement 1000, c'est assez satisfaisant. C'est-à-dire qu'on va prendre 1000 échantillons sur la base de notre bien sûr, échantillon de départ. Et puis, donc voilà, il vous dit qu'il est en train de faire le bootstrap, et après vous faites juste summary. On ne va pas discuter les liens de structure dans ce modèle, c'est-à-dire les bêtas. On va uniquement discuter les liens entre les différents items et leurs variables respectives. Donc, ça ne sert à rien que je fasse ici plot, je vais le faire la prochaine fois, du modèle boot, d'accord, qui va bien sûr nous donner aussi des intervalles de confiance pour les bêtas. Donc, on va discuter maintenant trois choses. D'abord, la fiabilité de l'indicateur. Ça veut dire, est-ce que cette variable latente explique assez de variance par rapport à chaque indicateur? Alors pour cela, on va appeler le nom que nous avons utilisé ici, c'est satpls.fit, c'est le nom que j'ai choisi, regardez, c'est summary. Alors c'est le nom de l'objet qui correspond au résumé du modèle PLS. Regardez, vous faites slash là. Si vous faites sat PLS, regardez fit, et je fais dollar, il va vous donner plein de choses. Nombre d'itérations, les différents paths, c'est-à-dire les liens de structure, loadings, il va vous donner plein de choses. Mais nous, on va se baser aujourd'hui sur trois choses essentielles qui concernent uniquement, comme j'ai dit, le modèle de mesure, c'est-à-dire les liens entre les indicateurs et leurs variables latentes respectives. Alors, je vais faire loadings. Loadings, c'est, comme j'ai dit, c'est, regardez les lambda que nous avons ici. On va mettre ça au carré, tout simplement pour voir est-ce qu'on a expliqué assez de variance par rapport à chaque item, chaque indicateur. La règle, si j'y mets ça au carré, généralement, on essaie de trouver que chaque variable latente explique au moins 50% de la variance, 0,5. Par rapport à chaque indicateur. Regardez ici, 0,62, 0,70. On est au-dessus de 0,5. Ça veut dire que tous ces indicateurs sont bons. Les C1, C2, C3 par exemple sont très bons par rapport à cost. C'est-à-dire que cost explique suffisamment de variance par rapport à C1, C2, C3. C'est ce qu'on appelle la fiabilité de l'indicateur. Si un indicateur, généralement, il a un loading qui est inférieur à 0,4, parce que si vous faites, regardez, 0,4, si je fais 0,4 au carré, regardez combien j'obtiens, 0,16 en termes de variance explique. Et si je trouve ici inférieur à 0,16, il faut absolument que je supprime cet indicateur. Par contre, ici, on n'a pas ce problème, bien sûr, parce que c'est une base de données spéciale que nous avons, bien sûr, que l'ouvrage a proposé dans un objectif d'apprentissage.
Ensuite, on va faire reliability. Alors là, c'est la fiabilité interne. Il va vous donner plein de mesures. Regardez, vous cliquez juste sur $reliability. Il va vous donner l'alpha de Cronbach. L'alpha de Cronbach, très utilisé. Ça montre est-ce que les items entre eux, est-ce qu'ils sont, si vous voulez, homogènes. C'est pour cela on appelle ça une fiabilité interne. C'est-à-dire à l'intérieur de chaque construit ou de chaque variable latente, est-ce que les différents indicateurs, si vous voulez, convergent vers quelque chose de cohérent, etc. Donc, on a ici, par exemple, la règle, c'est écrit ici, alpha, rho C, rho A should exceed 0.7. Ça veut dire qu'au-delà de 0,7. Si c'est inférieur à 0,7, c'est problématique par rapport à ces trois mesures, alpha, rho C et rho A. Et puis pour AVE, ça c'est Average Variance Extracted, ça veut dire la variance moyenne extraite, ça devrait bien sûr dépasser 0,5. Et ça, c'est une moyenne. Regardez, parce que le nom c'est average, ça veut dire c'est une moyenne. C'est tout simplement la variance que j'ai présentée tout à l'heure par rapport à chaque indicateur. Par exemple, 0,62 plus 0,79 plus 0,636, le tout divisé par 3. Et ça correspond bien sûr à ça. D'accord? Ça correspond à ça. Si on fait la somme et qu'on divise par 3, on aura les valeurs que nous avons ici. Ça devrait dépasser 0,5. Regardez, toutes les valeurs dépassent bien sûr 0,5. Donc on n'a pas de problème ici par rapport aux différentes échelles que nous avons utilisées pour exprimer ces variables latentes. Dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'on peut voir, mais on va s'intéresser à ce qu'on appelle FL. FL, c'est Fornell-Larker. C'est bien sûr deux auteurs qui ont proposé cette mesure qui correspond à la validité discriminante. Et là, on ne s'intéresse plus à la fiabilité interne de chaque échelle, mais on souhaite plutôt voir est-ce que chaque construit est différent d'un autre construit. Par exemple, le coût devrait être différent de la qualité, ce qui est tout à fait raisonnable. D'ailleurs, si le coût augmente, on a vu que la qualité, plutôt la valeur perçue, va diminuer. La répétition de l'achat diminue. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Et donc, l'idée ici de ce FL Criteria, c'est qu'il va vous donner la variance que vous avez expliquée par rapport à chaque construit. Par exemple, je prends juste un exemple. Après, bien sûr, vous avez la vidéo pour voir par vous-même. Alors, le coût, on a expliqué en termes de variance 0,8. Et il va vous donner ici les corrélations entre chaque construit latent, qualité par exemple, et coût. Et ici, il vous dit que cette corrélation, elle est négative et elle est de moins 0,07. L'idée de ce tableau, c'est comme un tableau c'est une matrice de corrélation, c'est que cette valeur ici, qui correspond à la variance, doit toujours être supérieure aux valeurs qui sont en dessous, qui correspondent, comme j'ai expliqué, aux différentes corrélations de cette variable latente avec toutes les autres variables latentes qui existent bien sûr dans le cadre du modèle. Donc ici, c'est pour cela que nous n'avons pas cette partie supérieure parce qu'elle correspond tout simplement aux mêmes valeurs que nous allons avoir en bas. C'est une sorte de superposition. Donc on se, bien sûr, limite aux différentes valeurs, soit sur le côté bas ou bien sur le côté haut. Et l'idée, c'est celle-là. Regardez, on a encore une fois pour la qualité, on a expliqué 0,78 en termes de variance, mais les différentes corrélations, elles sont toutes inférieures à 0,78, ce qui est une bonne chose. D'accord? Il vous montre est-ce que ce que vous avez expliqué est toujours supérieur aux différentes corrélations de ce construit par rapport, ou plutôt avec les différentes autres construits qui existent dans le cadre de votre modèle. Voilà. Et donc, si on a validé ces trois choses, c'est-à-dire les différents indicateurs sont bons en termes de fiabilité, la fiabilité interne est bonne par rapport à chaque échelle de mesure et que chaque construit est différent, on a validé notre modèle de mesure. C'est à ce moment-là que nous pouvons passer à l'analyse du modèle de structure qui fera bien sûr l'objet de la prochaine vidéo.